Bonjour à tous. En 5 ans, on a compté plus de 50 accidents aériens dus à des pertes de contrôle et à des collisions avec le sol. Dans la plupart du temps, des situations stressantes mais récupérables. Pourtant, il apparaît que les équipages n'ont pas réussi à identifier le problème et ont persisté dans des prises de décision irrationnelles, souvent en conflit avec la conduite du vol. Pire, il semble même qu'après analyse, ces accidents se produisent en dépit d'alarmes auditives dans le cockpit. La complexité croissante des cockpits modernes et la pression opérationnelle peuvent même mener les pilotes, même les plus expérimentés d'ailleurs, à être totalement dépassés par des situations critiques. Alors comment réduire le risque aérien grâce à la prise en compte des neurosciences pour les facteurs humains? Eh bien c'est ce dont nous allons parler cette semaine dans notre Aerospace Mag avec mes invités que je vous présenterai dans un instant. Mais avant cela, retour sur l'actualité spatiale de la semaine, la toute première tentative de réveil du robot Philae sur la comète Chury par les équipes du CNES de Toulouse. C'était dans la nuit du mercredi 11 à jeudi 12 mars. On regarde. En bleu, l'encéphalogramme plat de Philae ce matin. En rouge, juste en dessous, celui recueilli après son atterrissage sur Chury en novembre dernier. Aujourd'hui, même si on n'a pas réussi à écouter Philae, cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas réveillé. Le choix de ce début mars pour déployer les oreilles de Rosetta et tenter d'écouter le robot n'est pas anodin. La position actuelle de la sonde Rosetta, entre 70 et 100 km de la comète, permet de bien communiquer avec Philae, qui lui-même apparemment est bien ensoleillé en ce moment. Malheureusement, ça n'est pas encore suffisant pour établir un contact satisfaisant. Les scientifiques estiment que Chury se rapprochant de plus en plus du Soleil, Philae va se réchauffer et c'est plus vraisemblablement autour de cet été que le robot donnera de ses nouvelles. Alors, que fera-t-il précisément lorsqu'il sera réveillé ? On va lui faire des choses qui consomment très peu d'énergie. Donc des mesures de température tout autour de Philae par exemple, des mesures essayer d'analyser encore le dégazage comme on l'avait fait, ça ne prend pas beaucoup d'énergie, mesurer la quantité d'électrons et d'ions produites, mais le forage qui prend beaucoup d'énergie, il faudra attendre d'être capable de recharger la batterie secondaire. Et en attendant, la sonde Rosetta et ses 11 instruments fonctionnent très bien. En témoignent ces clichés d'une précision exceptionnelle de la comète. Sur celle-ci, réalisée le 14 février dernier à 6 km d'altitude, on peut voir la surface de Chury avec précision. On y distingue même des zones d'effondrement, l'impression que quelque chose a explosé à la surface. On voit aussi les effets du vent provoqués par le dégazage de Chury. Et même si Philae n'a pas donné signe de vie depuis novembre, la mission Rosetta est déjà riche d'enseignements. Ça nous a permis de voir que sur la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est faite de 90% d'eau, cette eau est différente de l'eau de nos océans terrestres. Ça veut dire que ce n'est pas des comètes de type Churyumov qui ont amené l'eau sur Terre. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas d'autres comètes, mais ce n'est pas des comètes de type Churyumov. Et voilà, ça peut-être un petit peu influer sur la théorie de formation du système solaire. Aujourd'hui et pendant les 10 prochains jours, on va tenter encore d'écouter Philae. Il a même été décidé la semaine dernière, conjointement avec l'ESA, de faire un survol dédié au repérage du petit robot sur la surface de la comète cet été pour le localiser enfin avec précision. Voilà, et on attend évidemment des nouvelles de Philae. Frédéric Dehaye, bonsoir. Vous êtes professeur à l'ISAE Supaéro. Vous êtes accompagné de Michael Cos, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur, vous, à l'ISAE Supaéro. Vous travaillez en fait tous les deux dans la même équipe sur les mécanismes neuronaux de l'erreur humaine dans l'aérien. Alors, on constate que sur les 10 dernières années, il y a quand même une amélioration continue de la sécurité aérienne. Le taux d'accident est aujourd'hui à son plus bas taux historique. Je crois un accident tous les 4,4 millions de vols. Il y a quand même toujours un accident. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans tous les cas, ou 70% des cas, ce sont des facteurs qui ont des origines qui ont pour origine, des accidents qui ont pour origine, une erreur humaine. Moi, je voudrais savoir ce que démontrent vos travaux dans votre équipe à l'ISAE Supaéro. Oui, merci. Alors une petite réflexion, c'est en tout cas dans 70% du cas, l'opérateur humain est impliqué. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le principal facteur. Tout à fait le principal facteur, c'est un élément de sécurité. Et ce qu'on constate dans un certain nombre d'accidents, c'est effectivement la complexité des systèmes, la complexité de la situation, la pression temporelle, l'incertitude font que dans des situations exceptionnelles, le pilote peut être très stressé et ce stress va dégrader sa performance et va l'amener à persister dans des décisions erronées, irrationnelles. Et comme vous l'avez dit, en dépit